Bah, je pense qu'on peut démarrer les propos introductifs, comme ça va faire venir les participants au fur et à mesure. Bah, bienvenue. Vous êtes aujourd'hui donc réunis autour on va dire d'une thématique assez fondamentale dans le cadre de l'appel à projet ESMS numérique. C'est la question de la coopération. Donc j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez en perspective eh bien, le fait de déposer une réponse à l'appel à projet. Et puis, pour un certain nombre d'entre vous, la coopération constitue soit déjà un facteur d'intérêt ou en tous les cas un critère d'éligibilité. Donc, on va essayer d'explorer ces éléments et de les approcher. Alors surtout, n'hésitez pas à intervenir. Alors avec quand même quelques règles de bonne pratique. D'abord, alors vos micros sont coupés par défaut, mais vous avez tout à fait la possibilité de les activer si nécessaire. Vous pouvez intervenir, poser des questions, formuler des remarques, soit dans le chat, soit en utilisant la fonction lever la main. Et puis, pour les personnes qui ne peuvent se libérer, eh bien, on met en libre accès, replay ce temps de travail partagé. Donc, du coup, bah, nous vous informons que cette session est enregistrée. Voilà. Alors, au programme, bah, c'est une scénographie qui est relativement simple, peut-être juste un petit propos introductif sur le collectif SI social et médico-social, revenir sur le déroulement eh bien, du cœur de sujet qui nous réunit. Vous verrez que ben, on va aller approcher les processus de coopération, bien entendu circonscrits dans le cadre de cet appel à projet. On va du coup essayer aussi de mettre en évidence les points essentiels, c'est-à-dire vraiment les balises d'alerte que vous devez avoir dans le cadre de la forme, on va dire, de la montée de ce projet de coopération. Et puis, nous bénéficierons d'un retour d'expérience de Madame Bernard, qui est porteur de projet, d'un projet qui a été retenu l'an dernier, en 2022, dans le cadre de l'appel à projet 2022. Voilà. Et puis, bien entendu, on vous emmènera vers des références qui vous permettront d'approfondir le sujet. Si vous en êtes d'accord, eh bien, je vous propose de démarrer sans tarder. Alors, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas le collectif SI social et médico-social, le collectif est composé de 7 fédérations du secteur social et médico-social qui, depuis 2017, ont souhaité travailler ensemble sur les enjeux de la transformation numérique. Voilà. Alors, bah, progressivement, on est monté sur le sujet, hein. Vous voyez que cette démarche partenariale d'abord est volontariste, hein, c'est un point remarquable par rapport aux autres régions. Et puis, ce souhait de faire alliance autour de ces enjeux de transformation est bien préexisté à la feuille de route 2019-2022, virage numérique en santé. Voilà. Depuis, ben, on s'est structuré, on a grandi ensemble, on s'est apprivoisé et puis depuis 2021, depuis septembre 2021, le collectif est structuré en association, ce qui nous a permis d'aller chercher des financements européens, FEDER, dans le cadre du plan de relance, et donc du coup de constituer une équipe projet dédiée pour vous accompagner au mieux. Voilà. Alors, l'émission du collectif, bah, c'est d'accompagner ces processus de transformation à différents niveaux: information, vulgarisation, accompagnement, aide au projet de coopération, capitalisation. Voilà, donc on intervient et puis également contribution. Donc on intervient sur ces différents champs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le projet, enfin sur la thématique de la coopération dans le cadre de l'appel à projet ESMS numérique. Mais vous aurez bien compris qu'on est sur une étape d'un processus de webinaire, d'un cycle de webinaires que le collectif a conçu pour vous accompagner au mieux. 8 étapes. Nous sommes au troisième rendez-vous. Et si vous n'avez pas pu assister aux premières étapes, ben, n'hésitez pas à aller les consulter en replay. Vous retrouverez en fin de webinaire les dates suivantes. Voilà.
Alors, sauf si vous avez des questions ou des remarques, je vais vous proposer que l'on rentre tout de suite dans le cœur du sujet par un quiz. Alors là, c'est à vous de travailler. Donc vous avez en accès dans le fil de conversation un petit quiz et je vous remercie de pouvoir, d'y répondre de manière à ce qu'on puisse rebondir, tout au long du webinaire sur, vos réponses. Donc en principe, il y a 4 questions qui s'affichent sous forme d'une fenêtre pop-up directement sur votre écran. Il reste encore une petite minute. Voilà. Alors, donc à ce stade, 44 d'entre vous recherchent des coopérateurs pour répondre à l'appel à projet. Stéphanie, je te laisserai intervenir un petit peu plus tard en fin de webinaire sur cet aspect. Alors, vous êtes à moitié-moitié sur des projets d'acquisition ou des projets de mise en conformité d'une solution logicielle dossier usager informatisé qui est déjà déployée dans votre organisation. Le secteur personnes âgées qui est majoritairement représenté, secteur personnes en situation de handicap également, protection de l'enfance et réponse autres, mais je pense que les réponses autres, j'en fais partie, donc là, la réponse est biaisée. Voilà. Est-ce que vous souhaitez être recontacté, dans le cadre de votre recherche de coopérateur? Eh ben, vous êtes 40 à dire que oui. Donc, eh bien, Stéphanie vous expliquera comment pouvoir vous manifester afin qu'on puisse vous recontacter par la suite. Voilà, on y va? Alors, on va, donc regarder, les processus de coopération. Processus de coopération, alors je pense que c'est sans doute pas, la première dynamique de coopération que vous engagez dans vos organisations. En tous les cas, il y a à la fois des intérêts, il y a des facteurs clés, il y a des facteurs d'échec. Donc on va essayer de passer en revue, ces éléments essentiels avant d'aller sur comment structurer et formaliser ces processus de manière à pouvoir baliser et garantir un maximum les risques. Et puis, eh bien, en pratique, Madame Bernard viendra nous incarner un peu ces notions que je vais tenter d'approcher avec vous, par, un retour d'expérience, situation, concrète dans le cadre d'une, grappe 2022 dans un contexte multi-organismes gestionnaires. Voilà, sur un projet d'acquisition. Alors, peut-être, vous l'avez compris, dans le cadre de l'appel à projet ESMS numérique, donc nous avons, un seuil de 15 ESMS à privilégier pour, répondre à l'appel à projet. Alors, du coup, pour certains, ça devient un seuil d'éligibilité. Pour d'autres, c'est par nature un intérêt de pas y aller seul. En tous les cas, ce qui est recherché derrière, ou en tous les cas, pourquoi ce critère est fondé? D'abord parce que, la question du déploiement des systèmes d'information devient un enjeu prégnant, qui prend de plus en plus d'ampleur dans un contexte de transformation des métiers, de, structuration et de renforcement des logiques de parcours. Voilà. Alors, bien entendu, les systèmes d'information, viennent s'aligner à ces enjeux-là. C'est pas une fin en soi, mais en tous les cas, ce sont, déployer un système d'information pour faciliter le partage et l'échange de données
à la fois en intramuros, en interne des établissements et services et avec un écosystème qui intervient dans le cadre des parcours, bah, aujourd'hui, on est plus sur un droit d'option, on est sur une nécessité. Voilà. En fonction de la taille des organismes gestionnaires, vous êtes organisme gestionnaire mono-établissement, vous gérez plusieurs établissements de même nature, de nature différente, et bah, la capacité à pouvoir mener et gérer ce type, de projet, va être, différenciée et de ce fait, ben, le fait d'y aller seul, il y a peu d'organismes qui vont réussir à y aller seuls. Voilà, il y a un vrai enjeu à mutualiser à la fois les synergies, les expériences, on le verra par la suite. Avec des niveaux de maturité qui sont, très hétérogènes en fonction, à la fois de l'appétence, des ressources mobilisables. Est-ce que vous bénéficiez d'une assistance technique, externe? Est-ce que vous avez, des ressources expertes dédiées à la gestion des systèmes d'information, en interne ou prestées? Voilà, les compétences sont hétérogènes, donc la capacité à faire est aussi hétérogène. De ce fait, vous comprenez bien que cet enjeu de la coopération, ça devient un enjeu de faisabilité, mais qui dépasse largement le périmètre et la temporalité du projet ESMS numérique. C'est-à-dire que vous engagez dans ce type de projet, c'est derrière, vous créez en fait un besoin qui va être beaucoup plus structurel. La fonction gestion des systèmes d'information va être une fonction, va être un pilier de gestion des organisations sociales et médico-sociales, au même titre que la gestion des ressources humaines ou que la gestion comptable et tarifaire. Voilà, alors d'une manière ou d'une autre, il faudra pouvoir structurer, bénéficier de ce type de compétences, peut-être en intramuros, si votre taille vous permet de recourir à ce type d'expertise et de les payer, de les maintenir, ou peut-être dans un cadre de coopération à plus long terme, de fonctions mutualisées. Voilà ce qui, se joue. Donc vous voyez bien qu'on est, derrière en fait un projet ESMS numérique dans un cadre coopératif, devient, c'est une temporalité de déclenchement qui derrière, va se jouer sur du plus long terme. Alors derrière, il y a des bénéfices qui sont, attendus, hein, c'est de développer la capacité à faire, recourir à, mobiliser une enveloppe mutualisée d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Seul, vous ne pouvez pas y avoir droit et pour autant vous avez besoin de ces compétences-là en chefferie de projet. Voilà, donc développer cette capacité, à la fois à investir, à prévoir une stratégie en matière de système d'information, une feuille de route, à la piloter, à piloter les projets. Voilà, on est sur ces enjeux-là, sur ces bénéfices qui sont, attendus. C'est aussi, le fait de développer des expertises et de les capitaliser et madame Bernard abordera ça tout à l'heure, mais en fait, quand on a des grappes avec des porteurs de projets qui sont hétérogènes, il y en a qui seront plus avancés sur certains sujets, puis d'autres plus avancés sur d'autres. Voilà et le fait de faire ensemble, permet finalement de, pouvoir, renforcer, déployer de l'expertise, renforcer, faciliter les partages et les échanges d'expériences. Voilà. L'idée, c'est que derrière, ça vous donne l'envie, d'aller plus loin, en tous les cas de maintenir des synergies et des souhaits de coopération. Voilà, au moins l'avantage sur ESMS numérique, c'est que si vous balisez bien votre coopération, en tous les cas, vous avez circonscrit les rôles, les responsabilités et dans le temps, donc vous avez déjà travaillé, l'effet structurant. Voilà et puis derrière, ce qui est escompté, il est certain que si vous allez voir vos tarificateurs en disant: «Je souhaite dans un dialogue peut-être de gestion pluriannuelle, de contractualisation pluriannuelle, je souhaite, investir dans, les systèmes d'information et j'ai déjà instillé des dynamiques de coopération qui me permettent de mutualiser des besoins, de, recourir à des compétences mutualisées et cetera», forcément vous êtes beaucoup plus crédible pour rechercher un effort du point de vue du tarificateur.
Alors, tu peux passer la slide suivante. Coopérer, ça va pas de soi et parfois, bah, il y a des causes d'échec. Alors, bien entendu, pour que chacun s'y retrouve, il faut que la coopération soit équilibrée. Alors, dans les expériences précédentes que l'on a capitalisées en termes d'accompagnement, on a des configurations qui sont très, très différentes. Des grappes multi-organismes gestionnaires qui gèrent pour la plupart un établissement, parfois un organisme gestionnaire de taille intermédiaire qui associe un ou 2 organismes de petite taille. Finalement, si l'équilibre dans les processus à la fois de gouvernance et de décision ne sont pas prévus et pas recherchés à la base, bah, forcément, à un moment donné, il risque d'y avoir des distorsions pendant la mise en œuvre du projet. Voilà, donc il est évident que, l'équilibre, quelle que soit la taille, et quelle que soit la fonction des uns et des autres, c'est-à-dire que le fait que l'un assume le rôle de porteur de projet, par rapport aux autres coopérateurs n'implique pas de prédominance par nature dans les choix qui vont être opérés, dans les arbitrages qui vont être réalisés. Voilà, bah, ça va mieux en le prévoyant en amont du démarrage du projet. Autre cause, fréquente, bah, c'est, quand un projet n'est pas piloté, n'est pas gouverné. Voilà, et il est évident que ce type de projet va impliquer très, très fortement les équipes de direction ou en tous les cas les personnes qui ont la délégation. Et s'il n'y a pas d'instance de gouvernance qui s'implique, qui suit avec, sans doute une approche de, gestion des risques, bah, le risque c'est, que le projet, bah, n'aboutisse pas. Voilà, et puis, autre élément important, et bien, c'est qu'un projet sa vie avec des coopérateurs. Alors, au plus on met des coopérateurs autour de la table, forcément, au plus il y a de risques qu'il y ait des événements non prévus, qui arrivent et qui viennent ajouter de la complexité dans les projets. Et là, bah, il est important que, tous les ingrédients, toutes les balises soient bien mises en place pour permettre d'absorber, ces risques d'ondes de choc. Voilà, alors pour cela, bien, il y a quand même des facteurs clés de succès. D'abord, un projet ESMS numérique, un projet de coopération autour de ESMS numérique n'est pas la somme de projets individuels. Ce sont des acteurs qui se mettent autour de la table et qui vont faire un effort de convergence vers des finalités, vers une trajectoire qui va être commune et partagée. Ce qui induit derrière, bah, c'est une part, de consensus, une part de gain, que l'on espère très forte, et peut-être une part de renoncement sur certaines attentes qui sont de l'ordre du spécifique et qui, ne rentreront pas dans le périmètre de la convergence. Mais il faut une trajectoire qui est commune. Voilà, on a vu sur les premières générations d'appels à projets, des coopérations, improvisées qui se sont faites et qui ne marchent pas. Parce qu'à un moment donné, ben, on ne peut pas avoir, 5 porteurs de projets qui se partagent, une enveloppe, budgétaire dédiée à un projet. C'est pas ça le sens de la coopération. Ça suffit pas pour que ça marche derrière. Autre élément, bah, je l'évoquais, je l'effleurais un peu tout à l'heure, hein, bah, c'est que, bah, à un moment donné, il va falloir que, les processus décisionnels garantissent les mêmes droits pour tous, quelle que soit la taille des organismes gestionnaires. Il va falloir, mettre en place, des processus de décision, de pilotage qui vont faire que les choix vont être concertés et on va aboutir à des choix qui, relèvent d'un consensus global. Il va falloir aussi clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Vous le verrez tout à l'heure, mais il va forcément y avoir un membre dans les coopérateurs qui va accepter d'assumer le rôle de porteur de projet. C'est un rôle à part entière. Et puis, il y a des coopérateurs qui vont prendre des engagements
qui vont être responsables sur un périmètre du projet, y compris le porteur de projet en tant que coopérateur. Eh bien ça, il vaut mieux que les rôles soient bien clairement définis pour que, finalement les engagements soient pris de manière éclairée. C'est aussi, finalement, se dire que, chacun arrive avec, une histoire qui va être différente, une histoire associative, une histoire, au regard de son statut public, de la fonction territoriale ou pas, une histoire au regard de, peut-être, la transformation, la reprise d'activité. Et que chaque composante va arriver avec ses propres représentations. Mais à un moment donné, il va falloir construire une ambition qui est commune, qui va être collective. Voilà. Et puis, enfin, il va falloir, piloter le projet dans une logique de maîtrise des risques et sur ce point, la fonction d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de chefferie de projet est structurante et va vous aider à y aller dans une logique maîtrisée. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de faciliter la coopération? Un portage stratégique fort, je l'évoquais, on n'est pas sur, un petit projet, on va être sur des projets qui vont, engager la structure dans un processus de transformation et à ce titre-là, il faut que la direction soit investie dans cette approche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire afficher une trajectoire en interne, des exigences qui vont avec. Ça veut dire s'impliquer dans les instances décisionnelles et dans les instances de pilotage, stratégique. Donc un portage fort dans sa dimension stratégique. C'est aussi, communiquer, positivement sur, ce projet et sur les gains qui sont attendus ou qui sont obtenus, dans la dynamique coopérative. La nature humaine, par nature, n'aime pas le changement, hein, donc de fait, vous mettez, un peu en instabilité toutes les personnes qui vont être amenées, qui vont être impactées, hein, par, des nouveaux usages, des nouveaux modes organisationnels. C'est tout un processus. Pourquoi est-ce que dans SMS numérique, il y a une enveloppe dédiée à l'accompagnement aux usages et au changement? C'est parce qu'on est sur un vrai processus de, transformation qui va être instillé dans chacune des organisations et la coopération doit vous permettre de faire mieux ensemble. Voilà, donc ça veut dire que, derrière, alors peut-être que vous mettrez un petit peu plus de temps, mais sans doute vous ferez beaucoup mieux, heu, par, le fait d'avoir réussi à mettre en place des espaces de travail partagés entre les professionnels, d'avoir, mutualisé des actions de formation ou d'accompagnement et cetera. Voilà, donc une perception positive et donc du coup une communication positive. C'est aussi s'appuyer sur, un déclencheur, commun. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser, l'expression à la fois, des attentes, peut-être des réticences, des craintes et puis, travailler ensemble sur comment, influer le projet. Comment est-ce que, on va prévoir la manière de conduire ce projet, là où on va mettre les priorités. C'est aussi, se dire que, comme je l'évoquais, vous aurez sans doute sur, la maturité, en termes de gestion des systèmes d'information, peut-être des niveaux de compétences équivalents, mais peut-être pas. Et alors c'est sûr que si on a un niveau homogène, en termes de niveau de gestion des systèmes d'information, peut-être que ce sera plus facile en termes il y aura sans doute moins d'incertitudes. Mais si les niveaux, finalement sont hétérogènes, l'enjeu de la coopération, ça va être de jouer un effet d'embarquement. C'est-à-dire, ceux qui sont peut-être un petit peu plus à la traîne, qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés, qui puissent être embarqués par ceux qui sont un peu plus en avance. Et puis la question de la sécurisation pour, mieux s'engager, c'est ce que j'évoquais, la MOA, sa fonction, c'est une fonction qui est structurante, à la fois dans le pilotage de projet, dans le séquençage,
dans la réussite de toutes les étapes du projet, mais aussi dans l'anticipation des risques et la capacité à les contourner, à les gérer. Voilà. Alors, est-ce qu'à ce stade-là, peut-être sur cette partie-là, vous avez, des remarques, des questions, des interrogations? Le souhait de partager, non? C'est un petit peu déroutant pour moi parce que du coup, je ne vous entends pas du tout. Je ne vous vois pas réagir, donc soit c'est limpide et vous buvez mes propos, heu, soit vous y êtes imperméable, hein et alors, madame Dournel, si vous êtes là, est-ce que vous avez envie peut-être de partager, quelque chose? Ou Johan, je vois que tu es en train de réagir. Je commence par les personnes que je connais, un peu. Oui, alors, je ne sais pas si vous m'entendez? Très bien, bienvenue. Oui, donc oui, je vous écoute depuis tout à l'heure. Donc moi, pour ma part, si vous voulez, je suis déjà, dans une grappe, hein. Mais Oui. néanmoins, l'idée c'est enfin, je trouve que SMS numérique, c'est un projet quand même assez ambitieux, assez long et c'était vraiment, ben, c'est important pour moi de pouvoir participer toujours à ce genre de choses et toujours, ben, enfin, comment je vais dire? On apprend toujours des nouvelles choses et puis ça permet aussi de toujours bien rester dans la dynamique donc voilà. Pour moi, tout est clair du coup. OK, Il y a pas de c'est pas hors souci. sujet. Ouf, Non, pas du tout. Non, non, c'est très intéressant. impeccable. Merci et merci Johan pour ta réaction. Alors du coup, on va aborder les points essentiels parce qu'après, bon, une fois qu'on a, balisé les facteurs de risque et les facteurs de succès, maintenant c'est comment y aller, en tous les cas sur le sujet qui nous préoccupe. Donc les points essentiels, je l'évoquais tout à l'heure, la question des finalités et des actions communes. Alors, pour prévoir comment s'engager avec d'autres, l'étape incontournable, c'est de savoir se situer individuellement. Si vous savez pas, si vous ne vous connaissez pas, de manière précise, au regard de votre maturité en matière de gestion des systèmes d'information, de niveau de déploiement des usages de votre DUI si vous en avez déjà, et cetera, ça va être très compliqué de pouvoir mesurer quels sont les gains que vous attendez sur un projet de coopération. Donc l'étape obligée, c'est d'ailleurs une pièce constitutive du dossier, c'est la question du diagnostic partagé. Donc, diagnostic d'abord individuel. Vous avez un outil ANAP, on vous a remis le lien sur le support et puis Stéphanie est sans doute en train de le publier. Alors, notez que ce diagnostic préfigure le déploiement de l'Observatoire Maturin d'analyse du niveau de gestion des systèmes d'information pour les différents acteurs de la santé. Et donc, du coup, va vous arriver ce nouvel observatoire. Donc, c'est aussi une étape pédagogique. Vous vous préparez à une future obligation qui, de toutes les façons, s'imposera à vous. Donc, l'outil ANAP qui vous permet finalement une vision 360 au regard de 7 domaines en termes de gestion des systèmes d'information. Donc, l'idée à partir de ce diagnostic individuel, c'est à l'échelle de la grappe d'en faire une analyse consolidée, de pouvoir en dégager des enjeux. Alors, des enjeux qui sont bien entendu métiers, sectoriels, parce que un dossier usager informatisé, ça sert à quoi? Ça sert à gérer des parcours. Donc, bien entendu, on est sur un sujet numérique, mais qui est ancré dans les pratiques d'accueil, d'accompagnement, de prise en charge. C'est aussi, forcément d'aller en dégager, un niveau de maturité en matière de gestion des systèmes d'information et peut-être qu'à partir de, ce travail-là, vous identifierez des enjeux connexes que vous devrez travailler. Est-ce que vous êtes conforme au RGPD ou pas?
que sais-je, peut-être d'autres sujets. Et puis c'est aussi, en tous les cas pour ceux qui ont déjà un dossier usager informatisé, c'est faire un état des lieux des usages. Il ne suffit pas d'avoir un dossier usager informatisé pour qu'il soit utilisé, et utilisé par tous, et utilisé dans les conditions attendues. Voilà. Et donc peut-être que la finalité, c'est de mettre en conformité un dossier usager informatisé qui soit interopérable avec les services et référentiels socles e-santé. Mais peut-être qu'une des premières étapes, c'est de reconsolider les usages du DUI pour pouvoir partager, échanger la donnée. Voilà. Et ça, il vaut mieux le savoir avant, et il vaut mieux que toute cette trajectoire, qu'il y ait une convergence, en tous les cas, un travail d'analyse consolidé entre les différents coopérateurs autour de tout ça. Et puis peut-être que finalement, vous avez des infrastructures ou du matériel qui est obsolète et que vous allez avoir besoin d'enveloppes spécifiques. Peut-être que vous y aurez droit ou pas, mais en termes d'équipement, si par exemple vous n'avez pas la fibre, c'est sans doute, ça va être constituer un prérequis pour atteindre les cibles d'usage. Voilà. Et puis une question qui est totalement d'actualité, et c'est également une pièce constitutive du dossier, ça, en tous les cas, c'est une dimension constitutive du dossier, c'est la question de votre niveau de maturité en matière de cybersécurité. Voilà. Alors, tout ce travail-là, donc vous voyez qu'il y a 2 diagnostics, cyber d'un côté, niveau maturité de gestion des systèmes d'information et état des usages de l'autre. Et puis, si vous vous prêtez à cette démarche individuelle, derrière, il y aura nécessairement un effort de consolidation, mais qui va vraiment venir fonder et appuyer les trajectoires partagées que vous allez définir dans ce projet-là. Un petit rappel, un projet commun, c'est un projet qui se construit autour d'une même solution logicielle DUI, donc soit dans le cadre d'un projet d'acquisition, donc ça veut dire que votre trajectoire, c'est d'acquérir la même solution, soit c'est la mise en conformité d'une solution DUI, et auquel cas il faut que ce soit la même, soit c'est un projet mixte, mais on part toujours d'une même solution logicielle. Voilà. Vous définissez du coup à partir de cette étape de diagnostic des besoins convergents, des objectifs qui vont être partagés, et puis les axes de mutualisation et les synergies. Voilà. Et puis pour les projets d'acquisition, il va y avoir une notion d'achat partagé. Alors, soit vous êtes soumis aux règles de la commande publique, et là, vous allez formellement constituer un groupement de commandes au sens du Code des marchés publics, soit vous n'y êtes pas soumis, donc peut-être que la démarche est allégée d'un point de vue administratif, mais attention, attention, il ne faut pas que ça crée d'insécurité. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous vous astreigniez à définir le processus d'achat partagé. Comment vous allez spécifier vos besoins? Est-ce que vous exprimez les mêmes besoins ou pas? Comment vous allez analyser les différentes offres possibles? Et puis derrière, comment vous prenez la décision? Au risque de vous retrouver à un moment donné où vous n'avez pas de consensus sur le choix de la solution. Voilà. Donc vraiment, importance, discerner à la fois ce qui relève des enjeux individuels, mais à partir des enjeux individuels, définir ce qui relève des enjeux partagés qui rentreront dans le périmètre du projet. Autre élément essentiel, et ça c'est du vécu, il faut cadrer le périmètre de la coopération, et vous avez bien compris que le dénominateur qui va vous permettre de calculer l'obtention des forfaits en dehors des enveloppes mutualisées pour la chefferie de projet, ce sont les finesses géographiques que vous rentrez dans le périmètre du projet. Il faut que vous ayez vraiment fait cet effort de bien cadrer l'existence de ces finesses géographiques au regard de la base finesse, au risque que vous ayez des finesses non éligibles. Voilà. Alors, Madame Bernard, une question. Bienvenue. Si le porteur est privé et qu'il y a des établissements publics dans les grappes, est-on obligé de respecter la procédure des marchés publics? S'il y a un coopérateur public
dans la grappe qui est soumis aux règles de la commande publique? J'ai bien peur que oui. Hein, Stéphanie, je ne dis pas de bêtises. Alors si c'est lui le porteur de projet, eh bien, ça engage toute la grappe effectivement sur ce type de commande publique. S'il n'est pas porteur de projet, ça va dépendre quelquefois, à certains seuils. Enfin, il y a des déclenchements, au-delà duquel effectivement, ça engage tout le monde dans des commandes de marché public, si on dépasse ce seuil auquel ils sont soumis. Et donc vous allez devoir, du coup, demander à chaque coopérateur qu'il, pose de manière très précise quelles sont ses propres obligations pour définir quelle est l'obligation qui s'impose à la grappe. Ça va madame Bernard? On a répondu à votre, question. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, ben, le seuil, du coup, c'est quoi? Enfin, parce que le seuil, il est collectif, je suppose. Enfin, est-ce qu'il dépend? Parce que là, dans le cadre de l'ESCVS numérique, les sommes attribuées à chaque établissement sont les mêmes. Alors Donc s'il là, n'est pas porteur de projet, non, le seuil est individuel. C'est-à-dire dès lors que lui, il dépasse un certain seuil, je dis une bêtise, hein, au-delà de, je sais pas moi, 30 000 €, dès que je fais une commande au-delà de 30 000 €, eh bien, je suis soumis au code du marché public. Dans ce cas-là, ça C'est engage automatiquement la grappe. Voilà, il y a des bon, je voilà, vois qu'il a été publié les seuils Johan de a marché public dans la partagé. conversation, Voilà, voilà. Ça va dépendre un petit peu de l'organisation, tout à fait. de ces acteurs. Pour reprendre la commande publique, hein, mais alors Oui, charge aux coopérateurs, c'est eux qui sont experts de leurs propres obligations, hein. oui, ils le Donc, savent, hein. charge à eux, je pense, si vous avez des CCAS ou des établissements, publics hospitaliers, c'est à eux de, venir vous indiquer, à vous en tant que porteur de projet, quels sont les seuils auxquels ils sont soumis. donc, par exemple, pour la MOA, pour le choix de la MOA, on n'est pas obligé de faire un dépôt public. Bah, l'enveloppe AMOA est à 100 000 €. Oui. Le seuil est à 100 000 €. Non, mais l'enveloppe est à 100 000 €, ça ne veut pas dire qu'on peut mettre 95 000. Enfin, comment... Ah, On ne sait pas quelle sera. On oui, sait que l'enveloppe maximale autorisée, on va dire, est celle-ci. oui, oui, L'enveloppe attribuée, ouais, ça ne veut pas dire qu'ils vont répondre au montant de 100 000. Enfin, ils ouais. connaissent la somme peut-être, mais du coup, est-ce qu'il faut forcément qu'on fasse le... Discutez-en avec vos coopérateurs. En tous les cas, marché public ou pas marché public, moi je vous incite quand même à poser clairement un cahier des charges. Il est fait de toute façon, le cahier des charges, mais c'est... Ouais. Bon, ça marche. Parce que ça complexifie, hein, c'est vrai quand on... Ah bien sûr, c'est pas anodin, hein, dans la coopération, c'est pas anodin. Tout à fait. Oui, alors après, madame Bernard, bon, pour votre situation, puisqu'on avait accompagné, cette grappe, voilà, bon après il y a la réponse de monsieur Van Messen, effectivement, posée au commissaire aux comptes, de l'association. Alors là, vous, c'était pour des CCAS, hein, je crois, madame Bernard. Ils avaient déjà étudié cette question-là et donc comme ils n'étaient pas porteurs de projet, en proratisant, ils avaient, indiqué qu'ils n'étaient pas engagés dans des commandes publiques pour la partie AMOA. Et oui, parce que du coup, sur les enveloppes mutualisées, vous proratisez. Exact. Bah, la Une loi, ça reste un marché pour l'ensemble des structures. Enfin, Oui, ça reste un mais marché pour Oui, la grappe. mais ils sont bénéficiaires en fait au prorata. au Donc en fait, leur prorata. mécanisme, c'était de regarder au prorata s'ils étaient soumis. Donc l'année dernière, en tout cas, quand ils avaient fait cette évaluation, ils avaient répondu qu'ils n'y seraient pas soumis. Après là, je ne peux pas dire aujourd'hui si la situation est la même, mais voilà la réponse qui avait été donnée. Donc c'était déjà quelque chose que les coopérateurs que vous avez dans votre grappe ont étudié. C'est ça. Et c'est vrai que par la suite, quand on a revu le grade et l'ARS, ils nous ont dit si, vous êtes obligés. Donc en fait, ça a été pour nous. Hem, Euh, ouais, bon, bah, ouais. je pourrais revoir, En tous enfin. les cas, si vous avez un CCAS qui a un service juridique, il vaut mieux Les généralement les solliciter, ouais. acteurs Mmh. publics, voilà, qui sont soumis, ils ont des ressources. Vaut mieux s'appuyer sur leur expertise parce que au final, cette question de la réglementation de la commande publique n'est ni le rôle de l'ARS, ni du grade. L'AMOA, si vous trouvez une AMOA qui est bien chevronnée en marché public, c'est mieux, mais c'est pas évident d'en trouver.
Donc peut-être regarder au sein des coopérateurs si vous avez des coopérateurs qui ont des ressources bien expertes sur le sujet, hein. Ça marche. Merci. Alors, autre point essentiel, la question des rôles et des responsabilités entre les différents coopérateurs. Alors, vous avez le porteur de projet. Donc, le porteur de projet, il va bien entendu, c'est lui qui contractualise avec le financeur, avec l'ARS. Donc, forcément, il bénéficie d'une délégation des différents coopérateurs pour réaliser sa fonction, pour assurer sa fonction de porteur de projet. Ça ne veut pas dire qu'il décide tout seul et qu'il fait ses arbitrages tout seul, hein. Mais ça veut dire qu'il est bien, c'est lui qui engage contractuellement le projet avec l'ARS et c'est lui qui est tenu de rendre compte à l'ARS. C'est lui qui va percevoir les fonds et les redistribuer entre les différents coopérateurs. Voilà, donc il joue forcément, vous lui déléguez cette fonction-là et il va assumer une fonction de coordination. Ce qui ne veut pas dire que derrière, ça désinvestit les rôles et les responsabilités des différents coopérateurs. Chacun va devoir être au rendez-vous de ses engagements. Chacun va devoir, bon, Madame Bernard, vous expliciterez ça beaucoup mieux que moi tout à l'heure, mais chacun doit être au rendez-vous des engagements calendaires, de la production des documents justificatifs, de l'avancée du projet, et puis du rendez-vous au moment de l'atteinte des cibles d'usage. En tous les cas, il est évident que tout cela fonctionne beaucoup mieux si vous avez formalisé les rôles, les responsabilités, les délégations. Alors, Stéphanie, tu nous en parleras sans doute tout à l'heure, mais nous avons formalisé un guide d'appui à l'élaboration des conventions de coopération, qui est un document de travail, bien entendu, à rendre singulier au regard de chaque coopération. Mais bon, sera bientôt mis en ligne sur le site du collectif le guide actualisé qui constitue une base de travail, hein, pour travailler ces points durs avec les différents coopérateurs en amont du dépôt du dossier. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de travailler les points durs tant que le dossier n'est pas déposé. Une fois que le dossier est déposé, les marges de manœuvre pour trouver des consensus sont quand même beaucoup plus restreintes. Donc oui, je confirme qu'il y aura, un modèle de convention de coopération qui sera bientôt accessible sur notre site internet. Il est en cours de relecture puisque certaines règles ayant été modifiées, ça induit une modification dans ce document. Voilà. Alors, autre point essentiel, c'est la question de la mise en place, de prévoir la mise en place de la gouvernance et du pilotage opérationnel. Vous avez deux niveaux, hein, de pilotage. Un pilotage stratégique du projet et un pilotage opérationnel. Alors, il est sûr que la fonction d'AMOA doit jouer son rôle structurant de ce point de vue-là, mais il faut prévoir les modalités de gouvernance du projet. Comité de pilotage, comité de suivi opérationnel, ce ne sont pas les mêmes personnes qui interviennent dans ces comités-là. Les fonctions de ces comités ne sont pas les mêmes. D'un côté, vous avez des décisionnaires, de l'autre côté, et puis vous avez une instance, l'instance de pilotage AMOA, donc assistance à maîtrise d'ouvrage. Excusez-moi, vous avez raison de poser la question. Donc, c'est la fonction de chefferie de projet. Donc, le comité de pilotage, il prend les décisions, il veille à ce que les jalons soient respectés, il veille à la gestion des risques, c'est-à-dire que c'est lui qui va identifier les balises de risque et puis c'est lui qui prendra la décision des ajustements ou pas, si nécessaire. S'il y a un problème ou pas, c'est le comité de pilotage qui est là pour gérer les problèmes. Comité de suivi opérationnel, là, c'est plutôt une instance qui réunit les personnes qui sont, d'un point de vue opérationnel, impliquées sur le projet, avec une animation assurée par l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis, c'est du coup un lieu de consolidation, hein. C'est un lieu aussi où on identifie les balises de risque et on les fait remonter au comité de pilotage. Voilà. Donc, nécessairement,
on voit pas forcément les mêmes personnes entre le comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, il faut qu'il y ait les décisionnaires, il faut qu'il y ait des personnes qui soient en capacité de décider, d'engager la décision du coopérateur. Et puis, quand vous avez recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage, mais d'ailleurs qu'elle soit interne ou externe, c'est une fonction à part entière, c'est une fonction de, chefferie de projet, il va falloir définir le rôle. Recourir à une assistance à maîtrise d'ouvrage, ça ne veut pas dire lui confier les clés du projet et ça ne me concerne plus. Non, bien au contraire. Il faut avoir une gouvernance du projet et un suivi opérationnel bien structuré pour être en capacité de pouvoir travailler avec une assistance à maîtrise d'ouvrage. La MOA, elle a besoin d'avoir des référents projets identifiés pour pouvoir travailler. C'est pas elle qui va faire le boulot à la place des référents projets. Voilà. Donc définir son rôle, définir le périmètre de ses délégations, comment vous allez fonctionner, l'articulation avec les référents projets qui vont assurer la mise en œuvre opérationnelle des tâches. Voilà. Donc tout ça, c'est absolument essentiel de pouvoir instituer voilà, le rôle, les responsabilités et les modalités de fonctionnement. Alors après, c'est le nerf de la guerre, il y a les dispositions financières. Vous avez bien compris que dans SMS numérique, il y a une enveloppe mutualisée, assistance à maîtrise d'ouvrage pour, les organismes gestionnaires qui sont tenus de se regrouper en grappes, qui sont, voilà, tenus de coopérer. Et puis, il y a des enveloppes, financières qui sont attribuées à titre individuel ou en tous les cas, le déclencheur est le finesse géographique. Mais sur ces enveloppes-là, vous pouvez décider de mutualiser certaines dépenses comme par exemple, des formations ou peut-être des achats groupés de matériel ou que sais-je. Voilà. Donc tout ça, va falloir le prévoir et va falloir, prévoir les règles du jeu. Tiens, si, j'ai une, sous-consommation prévisionnelle de mon enveloppe à moi, peut-être usage ou alors, matériel, est-ce que j'en fais bénéficier les autres ou pas? Voilà, il faut définir ces règles du jeu-là en amont du dépôt du dossier. Préciser aussi que, la fonction de porteur de projet, elle n'est pas rémunérée. Elle ne fait pas l'objet d'une rémunération dans le cadre de SMS, numérique. Voilà, préciser aussi la liberté, d'avoir recours à ses fournisseurs, habituels ou pas. Si, j'ai recours à un fournisseur habituel pour l'acquisition de mon matériel, bah, un projet ESMS numérique n'a pas à révolutionner les pratiques, existantes. Mais en même temps, on se rend compte aussi que, partager, l'évaluation des besoins en matériel, c'est aussi l'occasion de faire du benchmarking et de vérifier, si ces prestataires habituels sont bien positionnés ou pas. Voilà. Et puis préciser les modalités, de paiement qui engagent les dépenses, comment je me les fais rembourser, sur quelle pièce justificative et cetera par le porteur de projet. Donc ça, ce sont des points qu'il est important de pouvoir prévoir avant le dépôt du dossier. Et puis après, il y a la question des cibles d'usage. Vous avez bien compris que vous avez une obligation de résultat et les résultats, ce sont des cibles d'usage à atteindre. Donc on se rapproche très fort des mécanismes, de financement des systèmes d'information hospitaliers, dans le cadre de programme SONES que vous avez peut-être, connu, plan hôpital numérique auparavant et cetera. Donc, vous en fait, vous êtes payé si vous atteignez les cibles qui sont attendues. En même temps, au-delà de ce mécanisme-là, vous n'avez aucun intérêt à déployer un système d'information qui n'est pas utilisé par vos professionnels. C'est pas la cible attendue. Donc, comment ça se passe, d'un point de vue, échelle, en tous les cas collectif? Les cibles d'usage, à partir du moment où vous avez signé, la vérification de services réguliers, donc vous avez dit: finalement, ce que l'on m'a, installé, que ce soit dans le cadre d'une mise en conformité ou dans le cadre d'une acquisition, déploiement est conforme, vous avez 3 mois pour montrer que vous avez atteint les seuils qui sont attendus. Attention, les cibles d'usage sont calculées et justifiées
par finesse géographique. D'accord? Alors qu'auparavant, il nous avait été annoncé, hein, et je pense sur les premières fenêtres d'appel à projet, on était sur des cibles à atteindre collectivement. Donc, il pouvait y en avoir certains qui étaient un peu en dessous et d'autres carrément au-dessus. Mais là, il n'y a pas de péréquation. Donc, chacun va devoir atteindre individuellement ses cibles d'usage. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe si la cible n'est pas atteinte? Ben, vous ne percevez pas le solde, voire pire, vous devez rembourser les sommes qui seraient qualifiées comme indûment perçues. Mais l'idée, c'est vraiment que la gouvernance du projet permette d'éviter et de prévenir ce type de risque. C'est-à-dire que si vous avez une instance de pilotage qui est clairement en veille sur la base d'indicateurs d'atteinte des différents jalons intermédiaires, etc., il n'y a quand même pas de raison qu'à la fin, les cibles d'usage ne soient pas attendues. Par contre, si le projet n'est pas gouverné, vous risquez de vous retrouver à un moment donné à la photographie finale et vous rendre compte qu'en fait, il y avait des coopérateurs qui avaient lâché et en fait, l'AGRAF ne s'était pas rendu compte. Donc, il faut absolument prévenir ce type de situation. Et puis, forcément, ça a un impact sur le reste parce qu'au final, le solde de la subvention est versé en une seule fois. Donc, s'il y a un retardataire, forcément, ça a un impact en termes de trésorerie pour les autres. Voilà, donc sur les cibles d'usage. Et puis, on n'est jamais à l'abri que finalement, un coopérateur quitte ou soit invité à quitter la démarche collective. Donc, c'est important de pouvoir prévoir dans la convention de coopération comment on gère ces impacts, parce que ça va avoir un impact. Alors, très probablement, le coopérateur, il a engagé des dépenses. Donc, à ce moment-là, ces dépenses sont réputées non éligibles. Donc, ça veut dire qu'il va devoir rembourser. Soit il a engagé des dépenses directement, donc il rembourse, soit c'est le porteur de projet qui est engagé pour son compte, auquel cas il doit rembourser le porteur de projet. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir, là encore, trouver les bonnes balises qui vont permettre de prévenir ce type de situation. Un coopérateur qui part, qui est obligé de partir ou qui est exclu, c'est qu'à un moment donné, il a lâché. Et s'il a lâché, c'est peut-être parce qu'il avait besoin de plus d'accompagnement que d'autres. C'est peut-être qu'il y a eu un changement de direction et qu'il y a eu une perte de repères dans la gouvernance. Voilà. Et donc, vous voyez, la coopération, elle doit permettre de faire tampon par rapport à ces événements-là. S'il y a un changement de direction qui ne comprend plus le projet, peut-être que les autres directions peuvent l'aider à pouvoir remonter tout de suite dans la dynamique collective. C'est peut-être la juste proportion de l'accompagnement, plutôt que de diviser une enveloppe AMOA en X jours d'intervention et dire de manière linéaire, c'est autant de jours d'intervention de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour chaque coopérateur. Non, peut-être que certains ont besoin de plus d'accompagnement que d'autres. Et puis, c'est aussi de se dire que, à un moment donné, dans le collectif, on va pouvoir puiser et capitaliser ce que les autres ont fait, ceux sur lesquels ils ont peut-être galéré, et puis trouver des clés pour dépasser les complexités. Il faut que ça profite aux autres. Voilà, donc vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir anticiper le plus possible ces situations en ayant formalisé et fondé une coopération construite. Sans transition, Madame Bernard, donc vous êtes arrivée. Je vous en remercie, vraiment merci d'être là aujourd'hui. Alors, Madame Bernard, vous portez au titre de la Fondation Chadet-Vercoust un projet d'acquisition d'une nouvelle solution logicielle DUI. Alors, c'est une grappe qu'on peut qualifier de multi-organisme gestionnaire. 11 organismes gestionnaires pour 15 EHPAD et résidences autonomie. Ça nous donne un petit ratio en termes de physionomie des coopérateurs. Et ces établissements sont situés sur le Nord et sur le Pas-de-Calais, si je me trompe pas. Alors,
Peut-être une première question. Pourquoi la fondation Schadebergkust a souhaité s'engager dans un projet USMS numérique? Alors, ça nous paraissait assez logique dans la mesure où notre fondation travaille actuellement sur un projet d'extension qui va développer le bien vieillir et notamment tous les services autour de la personne âgée. Dans ce cadre-là, nous sommes tous confrontés régulièrement à des problèmes qui sont liés à la diffusion des informations de santé de nos résidents. Notamment, alors ça on l'aura tous vécu, lorsqu'on a des résidents qui sont hospitalisés ou alors des résidents qui rentrent déjà dans un premier temps pour récupérer leurs données de santé. On constate que c'est quand même souvent difficile de récupérer les différents bilans. Et lorsque nos résidents sont hospitalisés, on transmet généralement avec eux, par exemple, le DLU. Or, quand il arrive à l'hôpital, on nous dit systématiquement que le DLU n'a pas été donné, donc il n'y a pas tout l'historique du patient. Et donc le patient revient avec généralement des soins qui n'ont pas été faits ou des soins qui ont été doublés parce qu'il n'y a pas eu les différents comptes rendus qui ont été transmis. Donc, il y a vraiment un intérêt pour améliorer la prise en soin de l'ensemble des résidents. Voilà, c'est ça qu'on avait. L'intérêt, il est vraiment là et je pense que ça se retrouve aussi bien chez nous, mais je pense que tous les EHPAD, quelles que soient les régions, que c'est des problématiques qui sont retrouvées partout en France. Eh bien. Alors, du coup, vous avez répondu à l'appel à projet USMS numérique. Ouais. Dans ce contexte multi-organismes gestionnaires, comment est-ce que vous avez trouvé les partenaires et comment vous avez réussi à vous mettre autour de la table? Alors, c'est vrai qu'initialement, c'est notre éditeur de logiciels qui nous a rapprochés parce qu'on est pour le coup des établissements assez éloignés, multi-OG, donc on ne se connaissait pas forcément au démarrage, mais on avait un dénominateur commun qui était un même logiciel. Par la suite, c'est vraiment le collectif qui a fait le boulot en nous réunissant. Du coup, on a pu échanger lors des différentes rencontres et puis, on peut le dire, hein, Madame Savio, vous êtes présente. Je pense qu'on peut dire que oui, ça avait matché entre les différents directeurs. Mais initialement, c'est vrai que moi, j'en connaissais de vue 3, par exemple, pour notre grappe. Et on est aujourd'hui 13 directeurs différents parce qu'on a parfois le même directeur sur 2 établissements. Donc 13 directeurs, j'en connaissais de vue 3, je n'avais jamais travaillé avec eux en partenariat. Et pour les autres, ce sont des directeurs comme nous qui cherchaient une grappe voyant l'intérêt du projet. Voilà. Le dénominateur commun, c'était ça, d'être des directeurs investis, ayant compris l'intérêt d'avoir un système d'information performant. Donc c'est possible en fait, de ne pas se Oui, connaître et puis de s'engager sur un projet de ce type? c'est possible, mais ça ne l'aurait pas été si le collectif n'avait pas été là. Il faut aussi être très clair là-dessus. Si le collectif ne nous avait pas réunis, ne nous avait pas expliqué les différents enjeux qu'il y avait derrière, ne nous avait pas non plus, on va dire, mâché, parce que quand on vous explique en premier lieu ce qu'est le SMS numérique, c'est quand même hyper compliqué. Du coup, le collectif nous a quand même, on va dire, rendu accessible le principe de cet appel à projet. Et c'est ce qui a fait qu'on y a adhéré. Et le fait qu'ils nous aient mis en relation tous en organisant des rencontres, donc on avait eu plusieurs rencontres, hein, il me semble. Et bon, voilà, c'est vraiment eux qui ont fait que l'union a été possible. Alors comment, vous avez réussi à gérer la complexité de ne pas se connaître, auparavant? Parce qu'il faut s'apprivoiser, c'est ce que vous évoquiez. Vous avez fait un diagnostic, il me semble? Tout à fait. Ouais. Donc, il y a un diagnostic qui a également été réalisé par le collectif. On devait donc répondre à des questionnaires pour savoir où chaque structure en était. Donc, on a bien évidemment des structures qui sont un peu plus avancées que d'autres, mais globalement, on a une certaine quand même hétérogénéité sur notre grappe. Alors, ça paraît parfois un peu plus difficile pour, comme par exemple, les résidences autonomie qui sont moins plongées dans le soin que nous, mais qui, par contre, sont parfois très avancées sur des thématiques comme les projets de vie. Donc comme ça fait aussi partie des critères. Finalement, on a tous des axes qui sont, ils utilisent moins le volet soins, mais ils utilisent davantage d'autres volets qui sont également demandés comme des objectifs à atteindre. Donc on n'a pas tous développé chez nous les mêmes domaines. On n'a pas tous non plus tout à fait les mêmes besoins. Mais finalement, les objectifs à atteindre sont les mêmes pour chacun et on y voit l'intérêt parce que nous aussi, tous les EHPAD vont aussi devoir renseigner pour tous les projets de vie, c'est que les PAP sont des choses obligatoires. Et eux, on va peut-être un peu plus d'avancer là-dessus. Nous, on en a plus sur le domaine du soin.
Voilà, donc il y a une pluralité d'acteurs, on va dire, avec chacun des compétences qui sont différentes. Tout à fait. Alors, vous étiez volontaire pour assumer le rôle de porteur de projet. Ça, c'est un élément remarquable à souligner. Alors, pourquoi et quels bénéfices vous en retirez ou vous escomptiez en retirer? Alors, oui, volontaire. Alors, volontaire, on va dire presque désigné d'office. Non, alors, l'établissement avait clairement dit que si personne n'y allait, alors il était normal qu'on y aille. Du fait déjà d'être engagé dans un projet assez innovant, le SMS numérique est pour nous un prérequis à la réalisation de nos autres projets. Donc, si personne n'était volontaire, alors bien évidemment, il était évident pour nous de porter les choses. On répond à d'autres appels à projets qui sont du type centre ressources territoriaux, et ça fait également partie, même par exemple dans ces appels à projets-là, on vous demande aujourd'hui d'être engagé dans une démarche SMS numérique. Donc voilà, c'est vraiment un des prérequis. Alors vous dire qu'on y gagne quelque chose, je ne sais pas. On y gagne le fait du coup d'être connu par une quinzaine d'établissements avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler. Certes, on y gagne voilà, en partenariat, en connaissance, voilà, en benchmarking, parce que du coup, ça nous permet d'échanger avec plein d'autres directeurs. On y gagne parce que du coup, oui, notre établissement est peut-être du coup plus connu. Et que nous, comme on est dans une démarche avec plusieurs projets, d'être aussi impliqué dans ce projet-là, ben, ça montre vraiment qu'on a une volonté de développement. Après, on y gagne surtout pour avoir plus de boulot, parce que c'est quand même du boulot supplémentaire et il faut pas l'oublier. Vous me disiez que du coup, c ça induisait, une responsabilité accrue de chacun des coopérateurs. Oui. La chance de notre graphe, c'est quand même que chacun est très investi. Moi, je leur ai dit, j'ai pas forcément plus de temps que les autres directeurs à consacrer à ce projet. Et ça, chacun en est conscient. Voilà, ils n'ont pas forcément voulu être porteurs. Mais moi, je leur ai dit, je ne suis pas leur mère, je ne suis pas là pour courir après les différents documents et que s'il y en a un qui jouait pas bien le jeu, tout le monde était pénalisé. Donc ça crée quand même aussi une certaine obligation. Et chacun est conscient que si il ne fait pas les choses correctement, c'est pas seulement lui qui le pénalise, mais c'est aussi l'ensemble des membres de la grappe. Donc ça, il n'est pas question qu'il y en ait un qui pénalise tout le monde. Et comme vous le disiez, hein, et ça vous l'avez très bien expliqué, rien que par exemple pour avoir les fonds, il faut que chacun, donc le premier versement, il faut que chacun ait rendu un certain nombre de documents. Ensuite, il faut justifier pour chacun des différentes pièces comptables. Moi, je ne vais pas aller leur faire des remboursements, par exemple, de matériel s'ils ne m'ont pas transmis les pièces qu'il faut. Donc, ça oblige à une certaine régularité. On a aussi l'obligation de se rencontrer, enfin l'obligation, alors nous, on s'est dit, voilà, de se rencontrer mensuellement. Il faut que les gens soient présents ou sinon qu'ils délèguent quelqu'un pour qu'on sache aussi comment chaque établissement évolue. Donc, c'est vraiment une démarche dans laquelle on s'engage. C'est vraiment, voilà, il faut bien prendre en compte la notion d'engagement qu'il y a derrière tout ça. C'est qu'on n'agit pas que pour soi. Tout à fait. Du coup, moi, je verrais d'un très mauvais œil que certains se déchargent et pénalisent tout le groupe. Mmh. Tout à fait. Si vous deviez synthétiser, l'intérêt de coopérer et de mutualiser sur ce type de projet? Alors, déjà, il est toujours très bon entre directeurs d'échanger. Enfin, on est quand même sur des postes. Alors, quand vous êtes. Parce que la spécificité, voilà, c'est qu'on est des établissements, pour la plupart des établissements uniques. Donc, moi, par exemple, c'est une fondation, on n'est qu'un seul établissement, donc je n'ai pas de collègues directeurs. Donc, il y a déjà l'intérêt. Le premier intérêt, c'est ça, pouvoir échanger avec d'autres directeurs sur leur façon de voir les choses, sur ce qui se pratique dans leur établissement. Comme je disais, voilà, le benchmarking, en se disant, bon, bah, comment vous faites, par quoi vous allez commencer. C'est toujours intéressant de savoir comment les autres procèdent. Après, au niveau, alors quand on en arrive, on va dire, à la phase de déploiement, il va y avoir des temps qu'on va pouvoir mutualiser, notamment si on prend en considération les formations qui sont liées au logiciel. Il y a souvent des formations qui sont spécifiques aux IDEC. On a tous, enfin, IDEC ou cadre, on a tous un seul cadre ou une seule IDEC. Il est dommage de faire plein de fois les temps de formation, donc on s'est dit de les regrouper. Ça nous permet du coup de faire une seule session qui est dédiée à plusieurs professionnels sur nos différentes structures. Il y a aussi certains autres coûts, par exemple, ça peut être pour le matériel. On peut peut-être acheter collectivement et du coup avoir des prix sur du matériel informatique, sur des installations de Wi-Fi dans nos bâtiments. Ça, c'est aussi des leviers ou simplement même parfois comparer les prix.
Ça, vous l'avez également dit tout à l'heure, comparer les prix qu'on a entre nos différentes structures. C'est ça, c'est aussi se dire, bah, tiens, moi j'ai développé ça. Par exemple, si on parle des différents INS à récupérer, alors là on est déjà dans un point de détail pour ceux qui ne sont pas encore dans la démarche, mais on a parfois des documents en interne à actualiser. Il y en a un qui fait sa mise à jour de documents et qui propose sa version aux autres structures. Comme ça évite que chacun se planche dans qu'est-ce qu'on doit écrire dans nos documents d'entrée, par exemple, pour dire aux personnes qu'on va accéder à leurs données de santé et qui nous en donnent l'autorisation. Donc, il y en a un qui fait le travail et puis les autres peuvent reprendre le document proposé. Voilà, donc il y a plusieurs points de partage qui sont intéressants dans le fait de travailler ensemble. Et des points de vigilance, peut-être? Oui. Pour les personnes qui vont se lancer? Oui, les points de vigilance, c'est ça, c'est que quand on se lance, déjà, il faut bien être sûr qu'on va pouvoir tenir sur l'ensemble de la démarche parce que ça dure quand même 2 ans. 2 ans où il faut se réunir quasiment mensuellement. Il faut qu'en interne aussi, les acteurs soient impliqués parce que ça ne dépend pas seulement du coup de la direction, ça va dépendre aussi des idées avec des cadres, mais aussi de l'ensemble des salariés parce que c'est eux qui finalement au quotidien vont utiliser et vous permettre l'atteinte des objectifs. Est-ce que vos IDE utilisent la messagerie de santé sécurisée? Est-ce que vous avez complété vos projets de vie? Est-ce que vous utilisez par exemple pour la prise de rendez-vous, est-ce que c'est bien le logiciel qui est utilisé? Donc, ça repose finalement sur nos équipes. Donc, être sûr déjà que les équipes vont adhérer au projet, qu'elles sont prêtes à se lancer. Sinon, vous n'arriverez pas à atteindre les objectifs et vous allez du coup pénaliser tout le monde parce qu'il faut 90% d'atteindre des objectifs. Alors, certains établissements peuvent être à 100% et d'autres à 80%, mais l'intérêt, c'est quand même que chacun se rapproche le plus possible de 100%. Il y a, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme point de vigilance ? Donc ça, le fait de s'engager durablement, le fait d'avoir des équipes qui vont être impliquées, voilà, de rester motivé. Ça va être aussi, c'est le prérequis déjà de base, être motivé, et notamment le porteur de projet quand même un peu plus parce qu'il se doit d'emmener les autres et puis de relancer celui qui lâche un peu. Alors bon, pour notre part, vous voyez, moi, ma grande surprise, j'ai même des membres de la gratte qui, alors moi, je suis un établissement du coup privé, on a des publics qui se sont de manière autonome regroupés pour travailler ensemble sur la procédure des marchés publics, sans qu'on l'aborde forcément ensemble, de manière autonome, se sont dit, là, forcément, le porteur n'a pas une bonne connaissance dans ce domaine-là, c'est à nous d'y travailler. Donc, chacun, voilà, ils sont pas passifs, quoi. Chacun est vraiment acteur des choses. Très bien, merci Madame Bernard. Est-ce que les participants souhaitent en profiter pour poser une question? Non, écoutez, c'était limpide. Merci. Merci à vous. Alors, pour clôturer le sujet, donc nous vous avons indiqué plusieurs ressources. D'abord, pour rappel, vous avez une page sur le site du collectif, le portail du collectif, une page qui est dédiée à l'appel à projet. Vous avez plein de ressources que vous allez trouver. Et puis, n'hésitez pas également à consulter le fil d'actualité. Là aussi, Gwenaëlle publie énormément de ressources au fil de l'eau. Nous vous avons intégré également les prochaines dates du cycle de webinaires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est déjà fait. Nous vous avons remis également le lien d'inscription pour ceux qui n'auraient pas participé aux sessions précédentes. Donc, pour vous inscrire aux réunions régionales de présentation du programme ESMS numérique mis en place par l'ARS et Santé numérique avec l'appui du collectif également. Donc, les dernières sessions sont programmées les 4 mai et 11 mai de 10h30 à 12h30. Vous avez le lien d'inscription. Autre information importante également, donc pour la première fois, on souhaitait le faire avant la crise sanitaire et vous voyez, on arrive seulement maintenant à le faire, mettre en place des rencontres territoriales
sur le numérique en santé pour les acteurs médico-sociaux. La quinzaine du numérique, première quinzaine d'avril est programmée. Vous pouvez voir s'il y a des dates qui vous conviennent et au regard des lieux qui sont programmés. Le périmètre qui va être abordé est plus large que SMS numérique. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à y participer. Vous aurez vraiment des balises sur l'actualité du numérique en santé. Et puis enfin, vous retrouverez les coordonnées de l'équipe projet du collectif si vous souhaitez les contacter. Voilà, alors j'ai dépassé un petit peu quand même, donc je m'en excuse, mais je pense du coup avoir balayé et répondu à la commande, Stéphanie. Alors peut-être tu peux faire un tout petit focus sur les éléments à venir qui seront accessibles sur le site. Oui, alors donc si vous êtes dans la recherche de coopérateurs, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai mis l'adresse mail générique dans la conversation, mais vous pouvez nous contacter directement. Et donc à venir sur le site internet, une page dédiée à des petites annonces, puisque nous avons actuellement des établissements qui ont des projets communs, mais qui ne sont pas assez confortés pour émerger une grappe qui puisse se lancer dans le programme SMS numérique. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou à visualiser donc ces annonces qu'on vous mettra, on vous donnera le lien dans le mail, puisque vous êtes inscrit, donc on a vos coordonnées, donc on pourra vous recontacter à ce niveau-là. Voilà, du coup, là, je fais très court. En tout cas, merci beaucoup, pour, votre présence et votre participation à ce webinaire. S'il y a des toutes dernières questions, n'hésitez pas, nous, on reste jusqu'au bout, et sinon, on vous souhaite une bonne journée. Très bonne journée à tous. Bonne journée, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci à vous, madame Bernard. Au revoir.